J'avais annoncé un nombre un tout petit peu misérable tout à l'heure, car aujourd'hui nous sommes à égalité avec la Bastille de Paris, avec 120 000 personnes. Et aujourd'hui, le Prado, comme à la Bastille, comme au Capitole, va accueillir Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle. Vous tous, femmes, hommes, qui vous êtes assemblés à notre appel et formez cette marche immense qui occupe toute cette plage, les rues et boulevards avoisinants. Comme vous êtes émouvants, comme vous êtes grands, comme vous êtes beaux, comme vous tous, si nombreux ici, et particulièrement ceux qui sont venus de la mer. Je suis venu comme vous recevoir sur cette plage, au bord de ses lèvres fraîches, le baiser de la Méditerranée, notre bonne mer à tous, la mer de notre monde. Écoutez, écoutez le murmure de l'histoire longue qui travaille en nous. Il vous dit à tous pourquoi Marseille est la plus française des villes de notre République. Où que vous soyez à cette heure, aussi bien ici que devant vos postes de télévision ou devant vos ordinateurs suivant nos interventions, écoutez Marseille qui vous parle et vous dit la leçon qu'elle porte. Ici, il y a 2600 ans, une femme a fait le choix de prendre pour époux l'immigré qui descendait d'un bateau, c'était un Grec, et de ce couple est né Marseille. Marseille vous dit que notre chance, c'est le métissage. Des Grecs, les Gaulois qui se trouvaient là ont appris un alphabet qui fait que ce sont les premiers occupants
qui ont appris des derniers arrivés comment écrire leur histoire. Ici est née la première république qui ait jamais existé sur ce sol. Et à Istres voisine, elle est devenue une démocratie. Et c'est pourquoi, depuis tout ce temps, nous n'aurons jamais cessé d'être le parti de ceux qui disent que le grand nombre est plus intelligent quand il réfléchit ensemble que l'imbu de soi qui croit qu'à lui tout seul, il sait ce qui est bon pour tous. Des Romains, nous avons reçu le droit écrit, c'est-à-dire en définitive la loi, qui vaut mieux que toutes les coutumes, arrangements et contrats qui visent à substituer l'arbitraire des petits arrangements à la volonté collective. Et c'est pourquoi, Madame Parisot, depuis ce temps, nous croyons plus à la loi qu'au contrat où vous êtes toujours les plus forts, parce que dans l'entreprise, si nous n'avons le syndicat, nous ne pouvons nous défendre quand nous sommes seuls face au patron. Des Arabes et des Berbères, tandis que de ce rivage partait l'esprit de croisade et les massacres, nous sont venus des Arabes et des Berbères la science, les mathématiques, la médecine et le savoir qui avaient été protégés par eux pendant tout le temps où l'obscurantisme jetait à terre l'esprit humain. Et c'est pourquoi, à cette heure, nous continuons à refuser absolument l'idée morbide et paranoïaque du choc des civilisations. C'est pourquoi, pensant à ces 50% de Maghrébins, Arabes, Berbères, Européens qui ont débarqué, libéré le sol de la patrie des nazis, toutes ces leçons et ces souvenirs étant tirés, nous rappelons que si les Marseillais ont donné à la France parce qu'ils la chantaient, la chanson de l'armée du Rhin, qui est devenue depuis notre hymne national, alors qu'il est, il faut en tirer toute la leçon. Non, la France n'est pas une nation occidentale vouée à suivre le char des États-Unis d'Amérique dans ses péripéties dans le monde. La France ne peut être la République et la nation qu'elle est en définitive qu'à la condition d'être une nation universaliste qui dit qu'elle donne à chacun de ses enfants ce qu'elle croit bon pour le monde entier. Alors, il est temps de se souvenir, quand l'Union européenne peut parfois faire tourner le regard vers les horizons lointains qui sont à l'est de notre continent, et si nous en sommes enchantés, il ne faut jamais oublier que le socle de l'identité républicaine de la patrie est dans la Méditerranée et que par conséquent, les peuples qui en sont riverains, tous sans exception, mais en commençant par ceux avec lesquels nous sommes unis
par les liens du sang et avec qui nous fondons une même famille, non seulement parce que nous avons des enfants et des petits-enfants en commun, mais parce que nous avons aussi, pour nombre d'entre eux, en usage commun, une langue qui nous appartient à tous. Il faut se souvenir que les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Nous faisons donc, nous, ce pari sur l'avenir et cette promesse à ceux qui nous écoutent à cette heure de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez ici ce peuple français fraternel, bigarré, composite, qui vous ouvre les bras et vous dit « La guerre est finie, maintenant nous sommes en famille ». Et lorsque nous voyons les révolutions qui ont commencé, tandis que les uns glacés de peur ne veulent voir que les dangers, comme si les révolutions étaient en quelque sorte des dîners de gala où l'on se rencontre entre personnes du bon monde. Nous voyons, nous, surtout, les chances que porte le mouvement du peuple lorsqu'il se saisit de son destin. Et nous disons que nous devons y prendre notre part en allégeant ces peuples, et je pense en particulier à nos frères et sœurs de Tunisie, qu'un moratoire sur la dette est une urgence et l'aide la plus concrète, la plus directe que nous puissions apporter à leur combat à cette heure. Et c'est l'engagement que je prends devant vous à cet instant. Nous devons penser à soulager de la dette odieuse ceux qui en sont accablés aujourd'hui. De la Méditerranée, nous voulons faire une zone de paix. Et je demande que font en Méditerranée les 40 navires de guerre des États-Unis d'Amérique et leurs 21 000 hommes de troupes. Quelle frontière ce pays a-t-il en commun avec nous qui nécessite le déploiement d'une telle armada? De la Méditerranée, il faut faire la zone de progrès humain commune. Et pour cela, il faut que cesse dès maintenant la politique absurde de l'Union européenne qui, en exigeant de tous ses partenaires voisins qu'ils abattent leurs frontières, leurs douanes et leurs protections, pour y organiser des lieux de production en surexploitation des travailleurs, ruinent ces pays, détruisent les agricultures vivrières, asphyxient les économies naissantes, tant et si bien qu'ils jettent dans l'immigration et à la mer, pour mieux parler, des masses humaines qui ne demandent qu'une chose: vivre et travailler au pays dignement de son propre labeur, contrairement à ce que croient ces gens qui se figurent qu'au bled, on fait des réunions de droit social comparé pour savoir où l'on va immigrer, comme si ce n'était pas une souffrance et une douleur de quitter les siens, ces paysages, ces odeurs,
pour partir si loin où l'on est si mal accueilli. Il faut que nous soyons êtres humains responsables du bien commun de l'humanité. Ne laissons pas la mer Violette, comme disait Homère, devenir ce cloaque qu'ont prévu d'en faire ceux qui ne se soucient jamais du lendemain et qui, tout en faisant des phrases et en prenant des mesures pour désorganiser partout le droit du travail, se montrent incapables d'imaginer un droit commun pour toute la Méditerranée, tous les pays riverains de la Méditerranée, qui harmoniserait les législations de protection de la mer contre les pollutions qui y sont déversées par les uns et les autres, qui mettrait fin à cet absurde comportement de l'Union qui interdit aux pêcheurs traditionnels, artisanaux, de venir travailler ici et là pour protéger, nous dit-on, la faune et la flore, mais qui en même temps délivre des autorisations pour y faire je ne sais quel forage dangereux pour les hydrocarbures dont nous ne voulons pas. Nous nous prononçons pour l'interdiction de ces forages et la protection en commun de la mer. Et puisque c'est la mer, comment ont-ils été assez stupides pour ne pas avoir imaginé ce qui s'impose à l'esprit dès lors qu'on y réfléchit qu'un seul instant? Nous sommes à portée de la plus vaste, la plus gratuite, la plus généreuse des ressources, celle des mouvements mécaniques de la mer. Et par conséquent, nous pourrions, une fois de plus, avec tous les pays riverains qui manquent parfois si cruellement d'accès à l'énergie, organiser l'exploitation rationnelle de ces mouvements et donc, pour y parvenir, mettre en commun les moyens de production des machines qui permettraient de recueillir cette énergie, de former les jeunes femmes et les jeunes hommes qui seront les ingénieurs, les techniciens, les ouvrières et les ouvriers capables de nous procurer ce bien nouveau grâce à leur intelligence, leur culture et leur niveau de qualification qu'ils pourraient acquérir dans des universités communes que nous organiserions pour tous les niveaux de qualification. Et alors, vous verrez qu'il y aura besoin de tant de travail que vous n'y suffirez pas comme vous êtes. Et alors, il vous faudra cesser immédiatement la guerre qu'on vous pousse à vous mener entre pauvres, parce qu'il y aura tant à faire que tout le monde sera bienvenu pour prendre sa part de tâches. Comment ne pas comprendre que notre responsabilité devant ce bien commun qu'est notre écosystème est engagée lorsque nous permettons que des navires innombrables passent au large de nos côtes, passent dans l'océan, contournent notre pays pour aller faire des livraisons au nord de l'Europe, qui sont ensuite transportés par camion jusque dans le sud. Tout cela pour éviter, paraît-il, la classe ouvrière organisée sur laquelle repose l'avenir de nos ports, quels que soient les métiers qui s'y mènent. C'est pourquoi, le sachant, nous avons
la proposition conforme à l'intérêt général que nous pouvons faire, que dorénavant, quel que soit le navire, du moment qu'il est promis à amener en France des marchandises, alors il devra nécessairement et obligatoirement déposer ces marchandises dans les ports français pour s'éviter cet absurde contournement dangereux pour tout le monde en Méditerranée et tout le long des ports de l'Atlantique, où la mauvaise gestion des ports fait qu'il n'y aura bientôt plus d'endroits où réparer les avaries. Pensez-y, il n'est aucune politique française, aucune politique européenne qui vaille, quel qu'en soit le registre, écologique, social, humain, qui ne part de cette idée que de la Méditerranée, nous pouvons trouver les inspirations et les moyens de répondre aux défis qui nous sont lancés. Et que vaudrait un président de la République française qui ne serait pas capable de le comprendre et qui viendrait à Marseille exclusivement parler de la sécurité qu'il n'est pas capable d'assurer, ou qui viendrait, comme le sont les partis extrémistes de la haine, uniquement pour venir montrer du doigt celle-ci, celui-là, au nom de sa religion. Foutez-nous la paix, voilà ce que répondent les gens. Nous vivons dans le respect des lois et personne autant que nous n'est intéressé à ce que les religions ne se mêlent pas de politique. Toutes les religions, et pas seulement une. Voici donc cette troisième marche pour la 6e République. Vous avez vu comment nous avons organisé, pas vu, pas pris, nos répétitions générales de cette insurrection citoyenne que nous préparons au grand jour et dont la principale force est que nos adversaires n'y comprennent rien et croient que vous êtes seulement entichés d'un beau parleur qui vous rassemble. Il parle bien, c'est vrai. Mais vous aussi, en tout cas, nous avons créé une mode suffisamment puissante pour que par imitation, ils aient décidé tous de sortir des salles dans lesquelles ils s'attroupaient auparavant pour tâcher de faire aussi bien que nous. Eh bien, nous sommes contents de les voir prendre l'air. Au moins, ils auront un rouge en commun, mais eux, c'est sur les joues. En dépit de tous les sabotages, de toutes les difficultés qu'on a multipliées contre nous, des paperasses innombrables qu'on nous a demandé de signer avec la plume en trempant dans l'encre dans notre sang, que nous promettons de ne pas faire ceci,
de faire cela, de traverser au feu rouge et seulement quand il est rouge, tandis que s'installe place de la Concorde sans rien demander à personne, à l'endroit où Capet est passé, et les autres dans les bois. Mes amis, mes chers concitoyens, vous le savez, ça se sent, ça se sait, ça se voit. Nous écrivons une page de l'histoire de la gauche. Nous sommes la renaissance de cette gauche qui ne transige pas et qui met ses rêves assez haut pour qu'en définitive, il en reste quelque chose, sitôt que l'ennemi sans cesse revient reprendre ce qui a été conquis, si souvent de haute lutte et au prix de tant de souffrances. Mais ce ne sont pas des songes creux, et c'est bien pourquoi tout soudain, les voici qui, après nous avoir méprisés, ignorés, insultés de toutes les manières possibles, ont rameuté quelques-uns de leurs plumitifs à gages pour m'insulter à longueur de colonne, pensant que cet opprobre suffirait à me détourner de ma tâche, à moins qu'elle ne suffise à vous détourner de ce que nous faisons ensemble. Reprenant la vieille habitude des caricatures de la droite extrême, qui déjà présentait le grand Jaurès, la barbe hirsute, le syndicaliste de la CGT avec sa bouteille de vin dans la poche, titubant au bar, les femmes qui militent et qui ont porté si souvent, si courageusement à la bannière les premières, comme des houris perdus. Les revoilà, invariants comme ils ont toujours été, à nous mépriser, reprendre les mêmes caricatures. Je suis censé être seulement réduit à ma colère. Mais ma colère, elle porte un nom et elle dure 145 pages. C'est le programme L'Humain d'abord. Et comme il voit que vous êtes là, quoi qu'on vous dise, quelqu'un jure qu'on déverse sur nous, et quelques nostalgies de vieilles haines recuites qui leur tiennent lieu de raisonnement, puisque voici tantôt un an qu'on m'accable du souvenir de l'Union soviétique, de l'actualité de Cuba et que sais-je encore, pour ne pas parler du hold-up permanent que représentent les puissants dans ce pays. Oui, ça a été une très grande difficulté tout au long de cette campagne, qu'aucun des thèmes que nous avons voulu mettre en débat n'ait pu autrement qu'agissant comme nous l'avons fait, venir sur la table quasiment que par la porte de secours, quand ceux qui nous avaient mal lus ont fait leurs courses dans notre programme. Alors ça devenait des sujets intéressants, taxer les riches, faire payer où que l'on soit dans le monde les impôts que l'on doit à la patrie. Mais pour le reste, les mêmes hypocrites qui vont d'un éditorial à l'autre, regrettant que cette campagne n'ait pas traité tel sujet ou tel autre, l'écologie dont nous n'avons cessé de parler,
la défense qui ne les a jamais intéressés. Ces hypocrites viennent maintenant pousser dans le dos avec leur anti-politique habituelle, traditionnelle elle aussi, de la pensée de l'extrême droite, comme le fait tel ou tel hebdomadaire et par exemple le plus extrémiste d'entre eux, l'Express, qui se demandait comment finir avec Mélenchon. Eh bien, ce n'est pas possible. Car on ne peut pas en finir avec cela, messieurs, dames. Et à présent, caricature ce moment dont nous n'avons pas choisi la forme, qui est l'élection présidentielle, cette caricature qui personnalise tout au point de rendre fous ceux qui sont candidates ou candidats. Eh bien, nous y participons avec la dignité de citoyens adultes et conscients qui réfléchissent et se demandent ce qui est bon pour tous et font l'effort, lorsqu'on les appelle à se rassembler et de venir de toutes parts, comme vous le faites aujourd'hui, pour manifester par leur présence personnelle, quel que soit l'inconfort qu'il y a dans le lieu où l'on se trouve, et montrer qu'ils participent pleinement à cette réflexion. Dans cette élection, ils la caricaturent, comme vous le voyez dans cet hebdomadaire, pour en faire une espèce de match de boxe qui revient à dire « la politique est sale, ne vous en occupez pas, retournez faire vos cauchemars à la maison, il n'y a pas de sortie. S'il y a une sortie, c'est nous ! La voilà, patrie, le peuple qui vient et va régler ses comptes. C'est eux qui ont rabougri le débat. Ce n'est pas nous qui avons demandé à mener le débat sur les cantines scolaires à propos des frites molles ou de la viande halal. Nous avons parlé de transformer le régime politique et de passer à la 6e République. Nous avons parlé de planification écologique. Nous avons parlé de partage des richesses. Nous avons parlé de sortir du traité de Lisbonne. Nous avons parlé de réorganiser la France comme nation universaliste, rompant avec l'OTAN. Voilà quels ont été nos thèmes de campagne. Nous ne sommes pas l'addition de colères confuses. Et vous avez raison d'avoir peur, parce que nous savons exactement où nous allons. Nous savons comment nous y prendre. Et nous sommes en train de faire la démonstration devant vous de ce que nous sommes capables de rassembler comme puissance qui demain va prendre ce pays en main, non pas par le haut, par je ne sais quel tribun, par je ne sais quel César, par je ne sais quel président roi de tout, mais par le peuple lui-même. J'ai eu bonheur à noter dans un sondage, vous voyez que je suis capable d'en parler, que je me trouvais avec ma candidature du Front de gauche, c'est-à-dire, comme vous le savez, avec 7 partis, parmi lesquels beaucoup de rouges, dont moi, eh bien, que nous étions en 2e position des candidats préférés des journalistes. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que quand on parle à l'esprit, à la conscience, quand on tient un discours qui est celui qui décrit le bien commun comme nous le pensons, alors toutes les consciences l'entendent. Et ceux qui travaillent dans les médias, comme nous, comme vous,
sont des travailleurs et travailleuses surexploités, éparpillés dans des contrats de précarité, vivant dans la peur du lendemain et dans des petites cours où se mènent des jeux de promotion, où ce n'est pas le talent, le mérite, le dévouement à la tâche qui toujours font la différence, mais plutôt les accointances, les révérences que l'on se montre capable de faire. La révolution citoyenne qui aura lieu dans le pays, nous l'appelons de tous nos vœux dans les médias, en faisant confiance aux travailleurs et aux travailleuses qui s'y trouvent. Il faut libérer ces médias dont nous avons besoin en tant que personnes et comme citoyens pour savoir et comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions pour tous. La République a deux piliers, l'école, qui en élargissant le savoir, nous rend libres et fait reculer les frontières de l'ignorance et de l'obscurantisme. Et deuxièmement, les médias, qui tout au long de notre vie, tandis que nous allons et venons, vaquons aux occupations qui nous rendent utiles aux autres, nous permettent de savoir, de comprendre. Et c'est donc à juste titre que dans cette élection, nous montrons du doigt non pas ceux qui ont dit quelles étaient leurs opinions, mais ceux qui disent ne pas en avoir et mentent et trahissent quotidiennement l'intelligence de ceux à qui ils s'adressent. Au fond, c'est le travail qu'il faut libérer. Parce que le travail et l'entreprise, qui est le collectif humain de travail, avant d'être la machine à faire du cash, comme ils disent. Le travail est aujourd'hui étranglé par les chaînes de la finance. C'est la finance qui, en présentant des exigences inatteignables, sans briser les femmes et les hommes qui y sont astreints par des taux de profit comme jamais il ne s'en est vu dans l'économie. Cette brutalité qui s'accompagne pour les entreprises qui font l'objet de la rapacité des fonds d'investissement, d'une gestion à court terme de 3 mois en 3 mois qui rend impossible la moindre vision d'avenir, le moindre investissement dans telle ou telle machine qui permet de préparer tel ou tel produit écologiquement plus responsable. Le travail est donc déformé, défiguré par la main de l'argent. Sa créativité est détournée de son objet. Et c'est pourquoi, quand nous avons fait relever la tête à tous ceux qu'on avait contraints de marcher autrement, lorsque nous avons porté la voix de la classe ouvrière, des employés et des salariés, notre discours a été entendu dans toutes les catégories sociales. Les ingénieurs, les ouvrières et les ouvriers hautement qualifiés et tous ceux qui se sentaient capables d'apporter par leur travail la nouveauté, l'intelligence attendue autour de soi, la responsabilité humaine du beau produit, du travail bien fait. Notre discours a été entendu de partout, et c'est parfois avec surprise que nos adversaires et nos concurrents voient venir vers nous ces classes moyennes et moyennes supérieures
D'abord parce que leurs enfants arrivent les premiers, qui savent, eux, que l'illusion à laquelle se sont abandonnés leurs parents, qui était de croire qu'en se donnant à 100% dans le travail, en ramenant l'ordinateur à la maison pour continuer à travailler le soir, en massacrant les week-ends, on allait montrer quelle belle vie on allait donner à sa famille. Tout cela est un songe creux. Voici qu'on met plus de 11 ans à trouver un emploi fixe quand on est jeune. Voici qu'à 40 ans, on est suspect d'être encore là. À 50, quasi bon à jeter aux chiens. Et à 60, comme dit le FMI, le vieillissement commence à poser un problème pour les comptes sociaux. Voilà le monde qu'ils ont créé. Voilà ce monde dont tant d'entre eux ne savent rien. Et un matin, soudain, ils découvrent dans la chambre de leur jeune fille ou jeune garçon le drapeau rouge. Et leurs parents n'étaient pas tous communistes, hein. Oui, tous ensemble. Ce que je raconte là, c'est la vie et le sentiment intime que chacun d'entre nous a dans son cœur, même si lui-même a cru un temps que tout cela pouvait fonctionner. Vous savez comme moi maintenant que ce n'est pas vrai, que c'est une impasse dans laquelle nous sommes précipités humainement, socialement et du point de vue de notre responsabilité devant l'humanité universelle au plan écologique. Alors, oui, c'est dans nos meetings qu'on a entendu, pour la première fois, dire que s'il y a une peur dans ce pays, c'est celle qui commence au travail. La peur du lendemain parce qu'on est précaire. La peur pour sa famille parce que les horaires sont discontinus et qu'on part en confiant les petits à l'aîné et que quand on rentre le soir, des fois le dîner est déjà fini. La souffrance au travail, la mort au travail, 564 morts par an dont on ne parle jamais, 43 000 accidents du travail qui aboutissent à une invalidité totale. Voilà les mots dont on ne parle jamais, les morts dont on ne parle jamais, les blessés dont on ne parle jamais, tandis qu'on va chercher à affoler, effrayer, à la première occasion, avec tout et n'importe quoi. Quand est-ce qu'ils font les comptes du malheur pour justifier leur politique, ceux qui disent que nous ne sommes pas réalistes? Est-ce que leurs comptes sont réalistes s'ils devaient soustraire des avantages qu'ils dépeignent, les 13 milliards 900 millions que coûte chaque année en accident du travail à la sécurité sociale, la violence quotidienne du travail? Les puissants qui n'en parlent pas parlent pour ne rien dire, car telle est la vie de tous les jours. Et le travail, nous n'avons pas besoin de recevoir de leçons. Nous en avons assez d'entendre dire que ceux qui bénéficient de la solidarité sont des assistés. Dans ce pays, les seuls assistés sont les riches et aucune autre classe. Nous en avons assez de se voir reprocher les minima sociaux misérables en dessous du seuil de pauvreté avec lesquels des gens sont obligés d'avoir pour projet de vie exclusivement de survivre. Du travail
donner du travail, car nous aimons notre travail, nous aimons nous rendre utiles. Nous ne sommes pas ces fainéants que vous décrivez et maudissez du bout des lèvres avec tout ce mépris qu'on vous a toujours vu porter au nôtre au fil des temps. Du travail, le Front de gauche a déjà démontré comment il y en a de disponibles si l'on part des besoins humains, si l'on part des nécessités de la modification de l'appareil de production et d'échange de notre pays pour aller vers la règle verte qui acquitte la dette écologique et nous permet d'organiser la planification écologique. C'est par millions que sont nécessaires des postes de travail pour réussir cette grande bifurcation. Et nous la mènerons, car un jour ou l'autre, je n'en connais pas l'heure, je souhaite qu'elle vienne aussitôt que possible, par exemple, dès la semaine prochaine. Mais inéluctablement, notre heure viendra et le gouvernement du Front de gauche viendra. Alors, si telle est la situation du travail, est-ce qu'il n'est pas juste de dire, comme moi et comme vous, que dans la République, on ne peut rien faire de bon si, en la modifiant comme nous le proposons, c'est-à-dire en convoquant l'élection d'une assemblée constituante pour passer à la 6e République, on ne décide pas en même temps qu'au-delà des droits fondamentaux que j'ai déjà évoqués à la Bastille, bien sûr avec cette souveraineté pleine et entière du peuple, telle que je l'ai décrite sur la place du Capitole, il ne se réalise pas en même temps, comme je veux le faire ici, les bases qui permettent à cette 6e République d'être la République sociale, c'est-à-dire d'établir dans l'entreprise la citoyenneté des travailleurs qui aujourd'hui y sont en quantité négligeable, totalement subordonnés et qui, s'ils n'avaient leur syndicat, ne pourraient même pas ouvrir la bouche. Il faut, à l'occasion de cette 6e République, mettre fin à l'ancien régime de la monarchie absolue du patronat dans l'entreprise. Le collectif de travail que représentent les femmes et les hommes d'une entreprise est la première et la plus grande des ressources d'inventivité, de qualité et de responsabilité écologique, mais aussi de responsabilité devant le pays tout entier. Enfin, souvenons-nous, puisqu'il vient de nous quitter, que c'est le préfet Aubrac qui, en réquisitionnant les entreprises essentielles que la collaboration avec l'ennemi avait conduit à abandonner par leur patron. Le préfet Aubrac, en réquisitionnant ces entreprises, a permis que Marseille, à la Libération, redonne à la patrie tout entière les ports et les installations portuaires dont il avait besoin pour achever la guerre contre le nazisme et rétablir la liberté des Français. Aubrac, voici tous ceux qui sont ici, tant d'années après, qui te disent leur reconnaissance et qui t'annoncent qu'ils ont tiré tous les enseignements de la leçon que tu as donnée à la France avec les Marseillais d'alors. C'est la classe ouvrière qui est la classe d'intérêt général dans ce pays, et c'est elle qui est la classe patriotique. Alors, à cette classe, il faut donner dans l'entreprise à tous les niveaux
de la hiérarchie et surtout de l'organisation du travail, du poste le plus qualifié à celui qui a le moins de qualifications. Les droits collectifs nouveaux, sans lesquels il ne sert à rien de mener la bataille que nous menons pour que la vie change. Il ne sert à rien d'élire un gouvernement de gauche si ce n'est pas pour le faire. Car voyez-vous, je voudrais le rappeler, toutes nos conquêtes sociales, et notamment celles qui ont donné la parole aux ouvrières et aux ouvriers dans l'entreprise, sont venues de la lutte et sont venues de la loi, n'ont jamais été accordées ou données à la faveur de je ne sais quel épanchement du cœur. Il a fallu aller les chercher avec les dents. Mais toujours, à chaque victoire, la gauche, quand elle est cette gauche que nous sommes, fait avancer la citoyenneté dans l'entreprise. En 1936, nous avons obtenu la généralisation des délégués du personnel élu. En 1945, à la Libération, nous avions les fusils et ça a aidé à faire réfléchir. Nous avons obtenu les comités d'entreprise. En 1968, la classe ouvrière a obtenu non seulement 31% d'augmentation du SMIC en une nuit par l'œuvre bienfaisante de Sainte Pétoche, mais a obtenu ce qui n'existait pas auparavant, et je demande à la jeune génération à qui on raconte des histoires de s'en souvenir. Avant 1968 et la grève générale, il n'y avait pas la reconnaissance du droit à l'organisation syndicale dans l'entreprise. Et les femmes et les hommes qui ont construit les syndicats, qui ont été la dernière ligne de résistance dont nous avons disposé ces années dernières pour défendre nos acquis sociaux, ont mené toute leur vie professionnelle au péril de leur engagement syndical. Ne l'oubliez jamais. Et après 1981, ce furent les comités hygiène, sécurité, conditions de travail qui ont été la grande avancée permettant aux travailleurs enfin de se prononcer sur des sujets qui jusque-là étaient laissés à la discrétion des puissants, dont nous connaissons mieux que d'autres l'irresponsabilité quand il s'agit de l'exposition de la santé des travailleuses et des travailleurs aux risques professionnels et aux maladies qui résultent de l'utilisation de matériaux écologiquement dangereux, comme par exemple l'amiante. Alors, quand on me demande pourquoi j'ai osé dire qu'en plus d'être une classe d'intérêt général, la classe ouvrière est la première classe écologique du pays, je ne pensais pas seulement à ce fait que dans toutes les entreprises qui sont aujourd'hui en lutte, il existe un projet alternatif à celui du capital, porté par les travailleurs eux-mêmes, que ce soit sous la forme d'une coopérative ouvrière ou pas, mais des projets alternatifs qui ont en commun ceci, tous sont des projets écologiques. Pourquoi ai-je dit que ce sont les salariés la première classe écologique du pays? Parce que les salariés sont les premiers à payer le prix du mépris des contraintes écologiques. Les travailleurs sont les premiers à savoir où est le danger, non seulement pour eux, mais pour les autres. C'est pourquoi il faut que les comités hygiène, sécurité, conditions de travail se voient investis d'un droit nouveau au compte de toute la société, qui est un droit et un devoir d'alerte écologique,
car ce sont eux, ouvrières et ouvriers, salariés, qui sont en première ligne pour savoir ce qui pose problème à tous. Je fais avec vous le pari que c'est de cette manière que l'on commencera le grand redressement de responsabilité écologique qui permettra de savoir où doivent se faire les investissements, les réorganisations du travail, de quel côté doivent aller les recherches et l'intelligence pour trouver les solutions aux défis techniques que soulève la substitution d'un processus de travail à un autre. Et alors oui, le travail, ainsi rendu responsable de lui, mais aussi des autres, redevient non plus un fardeau, mais une œuvre. Une œuvre. Le front de gauche, dites-le et répétez-le partout autour de vous dans l'entreprise. Le front de gauche est le seul programme dans cette élection présidentielle, je dis bien le seul, qui propose une nouvelle extension des droits des travailleurs. Aucun autre n'en propose aucun. Trois droits au moins doivent marquer cette fois-ci, comme les autres fois dans le passé, le fait que nous pourrions l'emporter. Premièrement, le droit de veto des représentants du personnel sur les licenciements collectifs, sur la localisation du siège social pour éviter les arnaques que vous connaissez, mais également sur les restructurations lorsqu'entre en jeu la destruction de sites de production alors qu'il est de notoriété publique et constatable dans les comptes que ces productions ne sont pas obsolètes, mais au contraire performantes, comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense en particulier à ce qui se passe dans la sidérurgie, où les entreprises qui ont été vendues à 1 euro devraient être réquisitionnées par la collectivité plutôt qu'être abandonnées. Le deuxième droit serait un droit de préemption pour les travailleurs qui leur permettrait, en cas de cession ou de liquidation de l'entreprise, de préempter la propriété de l'entreprise elle-même au compte d'une coopérative ouvrière lorsqu'il le décide. Enfin, un droit de continuité qui permette qu'un statut permanent soit reconnu aux salariés, en quelque sorte une sécurité sociale professionnelle pour garantir la continuité des droits quand on change d'employeur ou lorsqu'on est au chômage, pour son ancienneté, pour la continuité de la protection sociale et pour le droit permanent à la formation. Voilà pourquoi la 6e République doit être cette République sociale, ou bien elle n'est pas vraiment une République. Je vous demande à tous d'y réfléchir et d'en porter la parole autour de vous. Dans les jours prochains vont recommencer les petits complots destinés à nous rendre de nouveau, pense-t-il, invisibles. Non seulement je serai, comme à l'accoutumée, accablé par la vindicte, non seulement vous serez niés, puisque dès demain, il ne sera question que de l'attroupement de la Concorde et du rassemblement du bois. Mais vous savez qui vous êtes et où vous avez été. Ce moment est inscrit dans votre cœur. Savourez,
Savourez-le. Ils sont parfois si rares dans une vie de militants, de femmes et d'hommes engagés. Savourez l'heure splendide de notre renaissance, de notre retour, au point que les voici tellement préoccupés de ce qui pourrait se passer que dans l'angoisse de me retrouver là où ils ne m'attendent pas, ils commencent à enjamber le premier tour de l'élection présidentielle en se demandant dans quelle circonscription législative je serai candidat, façon de dire que je n'aurais pas été élu avant à autre chose. C'est raté. J'ai vu la manœuvre. Nous sommes là. Et dans ce moment, c'était résistance, hein. Ne vous inquiétez pas, je saurai quoi faire. Cette force, mes amis, il nous faut la penser et l'assumer, non pas seulement comme la force que nous mettons à la disposition de ce grand retour qui est le nôtre. Nous ne sommes pas seulement là pour nos partis que nous aimons, pour notre beau drapeau rouge que nous aimons, mais pour être le rouge du drapeau de la patrie tout entière. Mes amis, nous sommes à gauche pour la France, le recours. Car voici que la finance, ayant trouvé une faille en Grèce, après que Georges Papandréou, Premier ministre et président de l'Internationale socialiste, ait capitulé sans condition à la première heure de la guerre qu'a déclenchée la finance, la brèche s'est élargie et celle-ci s'est dirigée vers l'Espagne, l'Italie et rôde autour de la France. Lundi qui vient, un nouvel instrument financier sera mis en place à partir de la banque allemande. Il s'agit pour eux de donner un moyen de spéculer sur la dette souveraine de la France et donc d'augmenter la pression. Je me suis rendu avec mes camarades devant le siège de l'Agence des marchés financiers pour dire « nous avons vu ». Je me suis exprimé au nom du Front de gauche, le premier, pour dire « il y a danger ». J'observe avec satisfaction que depuis, d'autres se sont réveillés, ce qui prouve qu'il vaut mieux faire confiance aux bonnes sentinelles qu'à d'autres. Et dans cette bataille, je sais que quel que soit l'élu du 6 mai, le 7 mai, la finance attaquera la France. Et c'est pourquoi la grande force que nous constituons, consciente, et parce qu'elle est consciente, cultivée, sachante, sera une force disciplinée dans la lutte. Car si j'en ai, du fait de votre vote, la responsabilité, quelle qu'en soit la forme, j'organiserai avec mes camarades du Front de gauche la lutte implacable pour rendre les coups, car la France, je le dis à ceux qui nous entendent, ne cédera pas. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne serons pas tondus, nous rendrons les coups. Je sais, je connais l'adresse des banquiers, des financiers. Alors,
J'espère que le message sera bien entendu. Alors, évidemment, si vous croyez qu'il faut s'abandonner aux douceurs des amitiés cajoleries avec l'ennemi, si vous pensez que you are not dangerous, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Mais si vous vous sentez very dangerous, bienvenue au club. L'insurrection citoyenne des Français est commencée. Elle se donne rendez-vous dans les urnes comme sa première étape où elle va politiquement s'exprimer d'une manière qui va être visible. Et ainsi commencera le cycle de la 6e révolution que notre pays aura connue, initiant la marche vers la 6e République. Heureuse coïncidence. Nous allons, par nos bulletins de vote, ouvrir la brèche pour toute l'Europe. Et après nous, en mai, ce sont les Grecs qui auront la possibilité, avec leurs bulletins de vote, en s'appuyant sur ce qu'auront réussi les Français, de prolonger le grand renversement que nous avons en vue pour toute l'Europe. En octobre de l'année suivante, les Allemands voteront, nos camarades, 20% de la classe ouvrière réduite à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Voilà le miracle qu'on vous propose d'accomplir ici. C'est pourquoi notre feuille de route est d'une extraordinaire simplicité. Nous avons 2 tâches à accomplir. D'abord, pour pouvoir commencer la 3e. Et pour accomplir ces 2 tâches, nous ne demandons l'autorisation à personne. Nous ne marchandons rien. Nous ne négocions rien. Ces 2 tâches, les voici. Premièrement, inverser le cycle qui s'est observé dans le reste de l'Europe jusqu'à cette heure. C'est-à-dire que la colère populaire qui se tournait contre les grands partis habitués à co-gérer tantôt l'un, tantôt l'autre, qui avec un bâton, qui avec des pansements, le même système, cette colère se cristalliser sur des partis qui prétendent que le problème, ce n'est pas le banquier, mais l'immigré. C'est cela que nous allons renverser. Notre première tâche est d'être plus ardemment, plus consciemment, plus méthodiquement organisés et disciplinés pour aller voter, en sorte que nous ayons l'honneur d'être les premiers en Europe à mettre le rouge du drapeau loin devant le blanc. Nous avons besoin de cette défaite de la droite extrême pour fortifier l'union de notre peuple. Nous avons besoin de leur défaite pour que chacun, dorénavant, voit dans son voisin non pas un ennemi potentiel, mais l'allié naturel du combat contre la finance et la banque. Comme il est médiocre et vil d'insulter les communistes qui marchent en tête de la lutte contre les extrémistes de droite. Je suis fier d'être leur candidat.
comme il est misérable de nous accabler à l'heure où nous, les Rouges, nous avons repris pleinement la bannière tricolore de la patrie qu'un instant a abandonnée dans des mains indignes d'elle. C'est nous qui chantons en même temps, puisque les paroles ont été inventées l'une pour l'autre, l'Internationale et la Marseillaise en même temps. La deuxième tâche que nous avons à accomplir, sans demander à personne quelque autorisation que ce soit, et je le dis solennellement, sans avaler ni peu ni prou aucune cueillerée dont nous ne voudrions pas de quelque potage que nous n'ayons cuit nous-mêmes. Sans aucune autorisation d'aucune sorte pour accomplir l'étape suivante qu'est la révolution citoyenne, il y a un préalable. Nous devons expédier à terre le pouvoir de la droite et du représentant qui est là et qui, il y a 5 ans, nous a infligé une si cruelle, si cuisante et si coûteuse défaite. Nous devons le battre. Quoi qu'il arrive, nous devons le battre. Car rien n'est possible, sinon aucun petit calcul n'a le moindre sens si vous ne commencez pas par ouvrir la Bresse. Alors, comme nous savons regarder un peu plus haut que l'horizon, j'en profite pour dire que s'il nous appelle à nous rassembler tous ensemble, les syndicats peuvent et doivent savoir que tous ceux que le Front de gauche influence sont disponibles pour être derrière eux dans un 1er mai stupéfiant d'unité et de puissance. S'ils nous en donnent la consigne, nous mettrons notre point d'honneur à être les premiers à suivre les bannières des syndicats. À tous, je donne un ultime rendez-vous avant le premier tour. Le 19 avril prochain, nous serons au Parc des Expositions à Paris et la capitale verra de nouveau de quoi nous sommes capables. Je sais que, bien sûr, vous avez déjà beaucoup fait, ici, à cette heure. Mais la lutte est la lutte. Et je vous demande de vous souvenir qu'avec le Front de gauche, vous n'avez pas seulement une étiquette, vous n'avez pas seulement un bulletin de vote, mais une équipe de femmes et d'hommes qui organise un combat de longue portée qui ne s'arrêtera à aucune des dates auxquelles d'autres peuvent croire que tout finira, car tout commencera alors. Alors, il faut que je dise mes derniers mots. Pour aujourd'hui, je pensais, je ne sais comment ce souvenir m'est venu, pas seulement à cette mer que j'ai traversée comme d'autres, quand je vous ai trouvés tous,
ma belle patrie que je ne connaissais pas. Je pensais à tous ceux qui ont été ballottés pendant tous ces siècles d'une côte à l'autre. Nous sommes le même peuple qui tournons là. Tantôt espagnol, tantôt arabe, tantôt berbère, tantôt italien, tantôt grec, tantôt français, et ainsi de suite. Les êtres humains, au bord de la mer féconde. Je pensais que les miens avant moi aussi, crevant de misère, avaient pris les pactages qu'ils avaient pour se risquer au-delà de la mer. Et comme ils venaient d'Espagne, d'Italie aussi, mais cela d'Espagne, je me suis souvenu tout soudain qu'aujourd'hui est le jour anniversaire de la République espagnole. Tirons-en la leçon. Comptez alors, vous autres, comme vous êtes, le cœur et l'esprit pleins d'histoire, vous savez tout, vous savez de qui nous sommes les enfants, quel fil nous prolongeons. Méprisez ceux qui vous méprisent, ne baissez plus jamais les yeux. Souvenez-vous que nos combats sont tous d'abord un poème que nous écrivons ensemble. Celui de l'humanité qui rêve d'amour et d'horizons éloignés où toujours on peut recommencer ce qui semble d'abord avoir été perdu. Pour finir, au printemps, de quoi rêvais-tu ? Demande Jean Ferrat. Vieux monde clos comme une orange, faites que quelque chose change. Et l'on croisait des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Point levé, des vieilles batailles, et qui sait pour quelle semaille, quand la grève épousant la rue, bat la muraille. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? D'une autre fin à la romance, au bout du temps qui se balance, un chant, à peine interrompu, d'autres s'élancent. Au printemps, de quoi rêvais-tu ? Au printemps, d'un printemps ininterrompu. Vive la République, vive la France, vive la République sociale.